L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, déjà cité dans des affaires de corruption, est désormais soupçonné d'avoir touché 30 millions de dollars de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, des soupçons qu'il nie farouchement. Au Soudan, l'armée soudanaise a promis ce jeudi une déclaration importante pour bientôt, une annonce qui a déclenché de nouvelles scènes de liesse devant le quartier général des militaires à Khartoum. Et puis au Niger, une attaque du groupe Boko Haram débutée mardi soir était toujours en cours mercredi à Difa. On signale une prise d'otage et un bilan provisoire de gendarmes et 2 djihadistes tués. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 11 avril de l'an 2019. Bienvenue à tous. Au Bénin, la crise préélectorale continue de susciter des réactions à quelques heures du démarrage de la campagne électorale qui mettra en lice les 2 formations du camp présidentiel. La présidente de la DCBD, la dynamique du changement pour un Bénin debout, a rompu le silence. Célestine Zanou croit savoir qu'on peut toujours éviter le pire. On l'écoute. Monsieur le Président de la République, comme vous l'aviez fait le 6 mars dernier, il suffit d'élargir la rencontre aux forces vives de la nation avec un seul ordre du jour. Obtenir le consensus pour permettre à tous d'aller à une élection discutée par tous, en offrant aux citoyens la liberté du choix de leurs représentants. C'est bien cela la démocratie. Et dans ce schéma, chacun trouvera son compte. Les blocs resteront blocs sous le vocable « alliance de partis politiques ». Et c'est d'ailleurs ce qu'ils sont réellement, puisqu'ils ne sont fondés sur aucun ciment idéologique. Je rappelle ici la mise entre parenthèses des actes subséquents, notamment les congrès de dissolution des partis politiques ayant constitué les blocs. Deuxième proposition, les autres partis qui sont prêts et qui ne remplissent pas individuellement les conditions pourront aussi se mettre en alliance pour aller à ces élections. Et troisième proposition, les partis qui sont prêts et qui rassemblent individuellement les conditions pourront aussi y aller. Il faut insister sur le fait que les contre-vérités distillées ça et là, notamment par les sachants de tous bords et les politiciens zélés de tous bords, ne font qu'aggraver la situation. Car si des partis politiques réclament leur participation aux élections, c'est qu'ils sont prêts. Nous les entendons dire « nous voulons aller aux élections ». Ça veut dire qu'ils sont prêts. L'heure n'est donc pas au démarrage, à mon avis, l'heure n'est pas au démarrage d'une campagne électorale aux allures de provocation et porteuse d'instabilité. L'heure est à 3 choses. L'heure est à la préparation des dossiers dans tous les camps et dans un bref délai, 48 heures, 72 heures, pour être prêt en matière de dossiers. L'heure est au resserrement du calendrier électoral par la Sénat pour l'organisation d'élections législatives libres et inclusives. Et troisièmement, l'heure est à la recherche de la paix pour sauver le peuple béninois et sa démocratie. Déjà empêtré dans des scandales de corruption lors de son passage au pouvoir, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma fait encore parler de lui dans une autre affaire financière. Il est désormais soupçonné d'avoir touché 30 millions de dollars de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, des soupçons qu'il nie farouchement. Des précisions à travers cet élément. Dans sa dernière édition, l'hebdomadaire Sunday Times a affirmé que l'ancien guide avait confié en 2011, avant sa chute et sa mort, ce pactole à Jacob Zuma. L'ancien chef de l'État sud-africain l'aurait alors caché dans sa résidence privée de Nkandla, dans le sud-est, puis transféré dans le petit royaume voisin du Swaziland, aujourd'hui rebaptisé Eswatini, a précisé le journal. Zuma pourrait l'utiliser pour payer ses avocats dans les multiples procès qui lui sont intentés, a ajouté le Sunday Times. L'ancien président sud-africain n'est au courant d'aucun virement de fonds de l'ancien président Kadhafi vers son domicile de Nkandla et n'a jamais reçu d'argent de sa part, a répondu sa fondation dans une déclaration publiée mercredi par le quotidien The Star. Je dois des millions de rands d'honoraires et maintenant j'entends que je détiendrai de l'argent qui appartenait à mon regretté frère Kadhafi, s'est amusé lui-même, Jacob Zuma, sur Twitter.
Où se trouve cet argent puisque Sa Majesté le roi de Swatini lui-même ne le sait pas. Contraint à la démission il y a 1 an après 9 ans de règne, l'ex-président est impliqué dans une flopée de scandales de corruption. La facture de ses honoraires d'avocat s'élèverait à déjà 2 millions de dollars. Aussi, le porte-parole du royaume de Swatini a-t-il fermement démenti l'existence d'un trésor libyen. Sur la même ligne, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères, Lindiwe Sisulu, a affirmé n'avoir retrouvé la trace d'aucun argent appartenant aux Libyens. S'ils en font la demande, nous enquêterons, a-t-elle ajouté. En bref, au Soudan, l'armée a promis ce jeudi une déclaration importante pour bientôt. Une annonce qui a déclenché de nouvelles scènes de liesse devant le quartier général des militaires à Khartoum, où des milliers de manifestants campent en réclamant le départ du président Omar el-Béchir. Les habitants de la capitale soudanaise sont appelés à rejoindre massivement ce jeudi les milliers de manifestants réunis pour le 6e jour consécutif devant le siège de l'armée qui abrite aussi le ministère de la Défense et la résidence officielle du président Béchir. Il faut dire que la foule déterminée avait défié toute la journée de mercredi le régime devant ce siège de l'armée dont les intentions, tout comme celles de la police, restent pour l'instant incertaines. Restons au Soudan pour dire que le soutien au président Omar el-Béchir, confronté à une pression populaire de plus en plus forte, semble se lézarder au sein de l'armée, un des piliers du régime. Pendant ce temps, la mobilisation continue de jour comme de nuit pour réclamer le départ du chef de l'État. Reportage. À 75 ans, Omar el-Béchir, l'un des plus anciens dirigeants d'Afrique, refuse de démissionner. Si l'armée soudanaise a pris soin de ne pas intervenir depuis le début de cette crise, des soldats se sont mêlés mardi à la foule réunie devant le QG des militaires, dansant et chantant. Certains soldats ont été portés par des manifestants, tandis que d'autres ont tiré en l'air lorsque le puissant service de renseignement NISS a tenté de disperser les contestataires. Il s'agit là d'un soutien évident de l'armée qui est perçu comme une cooptation du mouvement de contestation, estime un analyste de Rift Valley Institute, un groupe de réflexion qui se concentre sur l'Afrique de l'Est et centrale. Lundi, les groupes à la tête du mouvement de protestation, dont l'Alliance pour la liberté et le changement, ont appelé l'armée à tenir des pourparlers sur la formation d'un gouvernement de transition. Mardi, la police a de son côté ordonné à ses forces de ne pas intervenir contre les manifestants, espérant ainsi ouvrir la voie à une transition pacifique du pouvoir. Une foule déterminée de Soudanais a continué ce mercredi pour la 5e journée consécutive de défier le régime devant le QG de l'armée. Signe que Béchir n'est pas prêt à céder à la pression de la rue, le parti du Congrès national, NCP, au pouvoir, a appelé l'ensemble de ses membres à un rassemblement de soutien au chef de l'État jeudi à Khartoum. En Algérie, le président par intérim Abdelkader Ben Salah a fait face hier mercredi à de nouvelles manifestations et un appel à une grève nationale. Ceci au lendemain de sa nomination et malgré sa promesse d'un scrutin présidentiel transparent d'ici 3 mois. Dégage Ben Salah, une Algérie libre. En matinée à Alger, quelques milliers de manifestants gardés par un important dispositif policier étaient déjà rassemblés sur la place du 1er mai et près de la Grande Poste, les 2 poumons de la contestation qui ébranlent le pays depuis 7 semaines. Des appels à reprendre la rue avaient essaimé sur les réseaux sociaux dès la veille, après l'annonce de la désignation d'Abdelkader Ben Salah pour assurer la transition. Partisan d'un 5e mandat de Bouteflika, Ben Salah est une incarnation du régime rejeté par la rue. Mercredi, des magistrats ont également appelé à manifester et les étudiants, déjà des milliers la veille dans plusieurs villes du pays, ont à nouveau appelé à marcher dans la capitale. Pour la première fois depuis le début du mouvement pacifique de contestation, la police a tenté mardi dans la capitale de disperser les étudiants par des tirs de grenades lacrymogènes
lacrymogènes et des canons à eau. Mais les regards sont aussi tournés vers vendredi, traditionnel jour de manifestation depuis plus d'1 mois pour des millions d'Algériens qui promettent de retourner dans les rues en masse pour demander le départ de Ben Salah et la fin du système. Au terme de la période de transition qui devra durer 90 jours maximum, Abdelkader Ben Salah est chargé d'organiser une élection présidentielle. En vertu de la Constitution, il ne peut être candidat. Au Cameroun, la demande de libération du principal opposant Maurice Kamto, écroué depuis fin janvier à Yaoundé, a été rejetée mardi lors d'une audience organisée en son absence. C'est ce qu'a déclaré hier un de ses avocats. Plus de précision à travers ces images. La Cour d'appel de la région camerounaise du centre à Yaoundé a confirmé la décision prise en première instance, rejetant la demande de libération de Maurice Kamto, a affirmé maître Sylvain Souop. Selon lui, le verdict a été rendu en l'absence de l'opposant et de ses avocats. Le rejet concerne 6 autres personnes, des soutiens et collaborateurs de Kamto, d'après maître Souop. Sur les réseaux sociaux, le porte-parole de Kamto, Olivier Bibou-Nissak, a dénoncé des décisions secrètes rendues en l'absence de tout débat de fond et en l'absence des avocats et des prisonniers politiques. Ce mardi, l'opposant a refusé de quitter la prison pour la cour parce qu'il n'avait pas les garanties que l'audience serait publique, comme il l'exige depuis le début de la procédure, a expliqué Souop. Début avril, il s'était déjà abstenu de prendre part à une audience à huis clos. En son absence, l'avocat général avait alors pris ses réquisitions, préconisant le rejet de sa demande de libération. Le principal opposant au chef de l'État Paul Biya après la présidentielle d'octobre 2018, à laquelle il est arrivé deuxième, a été arrêté, ainsi qu'environ 150 personnes, à la suite d'une manifestation pacifique organisée dans plusieurs villes du Cameroun le 26 janvier dernier. Mi-février, l'opposant et plusieurs de ses militants et partisans ont été présentés devant le tribunal militaire de Yaoundé, où une information judiciaire pour hostilité contre la patrie et insurrection, entre autres accusations, a été ouverte à leur encontre. Au Niger, une attaque du groupe djihadiste Boko Haram débutée mardi soir et était toujours en cours mercredi à Difa, grande ville du sud-est du pays. Une prise d'otage et un bilan provisoire d'un gendarme et 2 djihadistes tués a été signalé par des autorités locales. L'attaque se poursuivait vers 11h où les assaillants traqués par les forces de sécurité se sont retranchés au domicile d'un gendarme et ont pris en otage plusieurs personnes, a rapporté un responsable de la région de Difa, proche du nord-est du Nigeria, le berceau de Boko Haram. Aux environs de 21h35 ce mardi, des éléments armés de Boko Haram ont réussi à infiltrer la ville de Difa pour mener des attaques. Le bilan pour le moment est d'un sous-officier de la gendarmerie et 2 assaillants tués, a-t-il déclaré. Selon un élu local, les assaillants soupçonnés d'être équipés de ceintures d'explosifs et dont le nombre n'est pas encore déterminé ont infiltré la ville en ciblant plusieurs endroits. Les forces de l'ordre continuent de tenter de les déloger, a témoigné un habitant de Difa joint au téléphone. Des tirs et des fortes détonations ont été entendus ce mardi soir à la gendarmerie. Selon des habitants, Boko Haram avait mené pour la première fois le 6 février 2015 des attaques d'envergure sur le sol nigérien. 2 villes, dont Difa et Bosso, riveraines du bassin du lac Tchad, avaient été visées. Dans le seul mois de mars 2019, 88 civils ont été tués par Boko Haram au Niger, dont les attaques ont contraint plus de 18 000 personnes à fuir leur village, selon les Nations Unies, qui s'alarment de la détérioration rapide de la situation sécuritaire dans la zone de Difa. L'armée nigérienne multiplie les opérations aériennes et terrestres, mais ne parvient pas à contenir les assauts des djihadistes retranchés dans des zones marécageuses du lac Tchad et dans des localités nigérianes sous leur contrôle. Voilà qui vient refermer cette édition. Merci de l'avoir suivi.